n'y a pas que la Première Ligue dans la vie. Il y a aussi les autres championnats. L'autre jour, on a couvert Angleterre et Espagne dans une sorte de récap du week-end New Look. Je vous avais promis, ça arrive avec un jour de retard, mais j'ai regardé le plus de matchs possible et je vous avais promis de faire un petit focus sur Serie A, Ligue 1, Bundesliga, ce qui s'est passé ce week-end, les dynamiques un petit peu du début de saison et quelques angles qui m'intéressent. Alors, on y est. J'espère que vous allez bien. Demain, rendez-vous en live pour le tirage au sort de la Champions. On va parler de beaucoup d'autres choses sur les jours qui viennent. Mais en attendant, déjà un petit tour en Italie. Parlons de Naples. C'était quelque chose sur lequel j'avais un œil ce week-end. Ce nouveau Napoli, avec King Kevin, avec un McTominay du coup déplacé sur la gauche pour faire place à De Bruyne, Lobotka en 6, Anguissa en 8. Deux recrues dans le 11, parce qu'il y avait aussi Lorenzo Luca. Comment c'est, Lukaku s'est blessé. Pendant un petit moment, il est remplacé par son diminutif. C'est juste Luca. Un placement un petit peu original donc pour Macto. Et sur le banc, celui qui en a fait les frais, si on regarde les titus de la saison dernière, c'est sans doute David Neres. Mais ce qui est sûr, c'est que De Bruyne a bien démarré. 25e seconde de jeu, il a failli marquer un but d'une reprise de volée entrée de surface. Il est servi ici sur un ballon en retrait de Lorenzo Luca. Il glisse une merveille de petites passes filées pour Rahmani. C'est la 12e minute de jeu. Naples a remporté ce match 2-0 contre les promus Sassuolo, coaché par Fabio Grosso. Ils n'ont pas créé énormément, mais De Bruyne a marqué son but sur ce coup franc excentré. McTominay et De Bruyne qui se check. Ça va peut-être être une des images de la saison. Ils ont repris tout de même comme un champion. Il va falloir compter sur eux. Et j'étais très intrigué de voir ce Naples New Look. Bon, sur ce coup franc, la présence aérienne de Lorenzo Luca, la menace qu'il est, ça m'a fait penser à un autre grand attaquant de Serie A de Livourne que je kiffais beaucoup à l'époque, Cristiano Lucarelli, un autre diminutif de Lucarelli. Luca, ici donc titulaire, qui dévie. Mais la question qui se posait donc avec l'intégration de De Bruyne, peut-être la vraie question, quel rôle pour Scott McTominay, le MVP de Serie A l'an dernier, un des plus beaux transferts sortis de l'enfer de Manchester United et il a rené en Serie A, et décalé un petit peu comme ça sur la gauche, sur le papier. En vrai, j'ai vu en possession surtout une forme de losange, avec Lobotka bien sûr la pointe basse entre les deux centraux, Rahmani, et c'était Juan Jesus, le deuxième central, en attendant peut-être le retour de Buongiorno. Il y a aussi Sam Bekema. Mais donc c'était De Bruyne, Zambo devant Lobotka. Et en vrai, McTominay, il était très axial. Ici positionné, une forme de 10, sur pas mal d'actions, comme on disait la saison dernière avec Lukaku, sur la même hauteur de ligne, parfois même plus haut que Lukaku saison dernière. Là, pareil, même hauteur que Luka, il est en train de jouer sur le dos du défenseur central, à la limite du hors-jeu. Et sur les transitions de Naples, quand ça va chercher le côté droit comme ça, comme Politano, qui était bien sûr l'ailier droit, pour entrer sur son pied gauche de Naples, on le voit ici glisser à l'intérieur et être plus axial encore que De Bruyne. Donc, je l'ai vu à gauche, Scott McTominay, mais c'était seulement sans ballon. Quand Naples était dans une forme de 4-1, 4-1, 4-5-1, là, il était le milieu gauche, mais avec ballon, il revenait à l'intérieur, il gravite naturellement vers cette zone 14, vers le point de penalty. C'est un vrai buteur, c'est un vrai joueur de surface. Il montre beaucoup de flair et on le voit sur la pass map par exemple. Politano est clairement un ailier droit. Scott McTominay, c'est pas clair du tout que c'était un milieu gauche. Légèrement plus à gauche que De Bruyne, mais on voit clairement une forme de losange. Un quadrilatère, Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne. Il y a un milieu de terrain qui fait pas mal flipper. En revanche, pour Naples, si on parlait la saison dernière du manque d'équilibre sur la largeur du Real Madrid, pour Naples, assez choquant. Ça a donné un couloir gauche de leur secteur offensif totalement déserté. Quand on regarde toutes les passes progressives, par exemple, qu'ils ont réalisées dans cette partie, aucune sur les 30% gauche du terrain. Quand on regarde leur inclinaison, ça c'est des stats et un graphique qui nous vient de Between the Posts. Quand on regarde leur inclinaison, ils penchent très clairement à droite et très centraux aussi, avec ce McTominay qui rentre à l'intérieur. Donc, est-ce que ce sera un des motifs tactiques de leur saison? Qu'est-ce que ça donnera dans d'autres configurations? Je pense que ça va rester, parce que Lobotka, McTominay, Zambo, Kevin De Bruyne, ça sera, je pense, les 4 mecs de leur 11 titulaire pendant un paquet de temps. Parce que c'est un très beau milieu de terrain. Mais donc voilà, il était ici, et c'est d'ailleurs dans cette position, comme un symbole,
Belle course croisée avec Lorenzo Luca. Comme un symbole, c'est lui qui va marquer le premier but de la saison de ce Napoli champion en titre. Lui, le MVP. Il marque en premier, l'accolade avec Kevin dans la foulée. Ouais, une des images de la saison. Mais regardez, sur ce jeu, clairement, il n'y a absolument personne sur la partie gauche du terrain parce que McTominay est rentré à l'intérieur. Il aurait même pu avoir un doublé juste avant la mi-temps avec une frappe qui heurte la barre transversale. C'était clairement un des thèmes tactiques du week-end. McTominay De Bruyne, quelle entente pour le duo. Un de Manchester United, un de Manchester City, les deux qui se retrouvent sous la tunique du Napoli. Très très intéressant. Et on a vu un petit peu à quoi ressemblait ce Napoli, mais il est loin d'être fini. Si ces quatre-là étaient titulaires, on a eu 3 recrues qui étaient sur le banc, Noah Lang, Bekema, Vanja Milinkovic-Savic. Je ne sais pas s'il prendra la place d'Alex Meret. Mais Rahmani, je pense, va rester parce que saison dernière, il était l'homme de base de Conte. C'était le mec qui a le plus joué. 38 matchs de Serie A, 38 titularisations. Il est quasiment jamais sorti. Donc je pense Rahmani va rester. Mais est-ce que ce sera Buongiorno à ses côtés ou Bekema qui a été pris, qui est la recrue la plus chère de l'été pour Naples, 31 millions d'euros achetés à Bologne, bien sûr, le défenseur néerlandais. Des minutes pour Noah Lang, un petit peu plus que là. Miguel Gutiérrez aussi qui a été pris. Quasiment 20 millions, le défenseur gauche, ça peut être une vraie upgrade par rapport à Oliveira. Donc curieux de voir un petit peu la forme de ce Napoli. Petite interrogation sur leur biais, le fait qu'ils penchent énormément à droite. Mais par contre, ce quatuor, franchement, il est assez kiffant. Et on verra, bien sûr, Lukaku est out pendant 3 mois. À son retour, qu'est-ce que ça va donner? Naples, visiblement, n'a pas fini son mercato parce qu'on parle de Rasmus Højlund pour remplacer Lukaku au moins à court terme, intéressant. Mais du coup, quelle position de Rasmus Højlund? Est-ce que c'est pour faire un 4-4-2 losange vraiment? Tu sors pas Raspadori qui est parti bien sûr à l'Atlético Madrid, mais tu sors notre ailier droit Politano pour mettre Højlund, Luka en pointe? Je pense pas. Mais curieux de voir parce que autant ça n'a pas marché à United, autant on sait que les transferts d'United à Napoli sans prévenir, ça peut devenir les MVP du championnat. Et bien sûr, Højlund en Serie A, ça avait marché très très fort. Donc curieux de voir ça. Elif Elmas aussi, qui reviendrait à Naples. Intéressant. Ils n'ont peut-être pas fini leur mercato. On va voir ce que ça va donner. Contre Sassuolo, ils ont fait un match solide où ils ont quasiment rien concédé. 0,38 XGA. 7 tirs seulement pour Sassuolo, aucune occasion. Mais eux n'étaient pas très très fluides dans le build-up non plus. C'était pas une performance champagne de Naples. En vrai, un peu comme la saison dernière, où ils ont peu marqué de buts et surtout brillé par leur solidité défensive. Mais là, ils veulent peut-être ajouter un petit peu plus de puissance de feu. Je crois que c'est la tournure de leur mercato et ce qu'ils sont en train d'indiquer. Mais ouais, Naples peut être bien positionné pour faire le back-to-back, quelque chose qui n'est pas arrivé en Serie A depuis 6 ou 7 ans maintenant, où le champion alterne systématiquement. L'autre chose qui m'intéressait en Italie ce week-end particulièrement, beaucoup de choses en vrai, mais déjà du côté de Milan, alors Modric, on a parlé de King Kevin, Modric à San Siro, les premiers pas en Serie A, il était titulaire dans ce milieu aux côtés de Youssouf Fofana et Loftus-Cheek. C'était contre la Cremonese et Milan a perdu à la maison 2-1 contre peut-être l'équipe la plus faible du championnat, une des équipes les plus faibles du championnat. Ils ont perdu, début de saison assez catastrophique pour Milan du coup. Mais Modric par contre, franchement a fait un bon match. Il a bien tiré les ficelles, on a vu les choses classiques de Modric, ses petits extérieurs du pied, les petites portées comme ça face à un bloc bas pour faire mal, trouver les espaces, même si cette passe, elle n'arrive pas. Il a martelé un petit peu ce bloc bas, il a bien tiré les ficelles, en transition, on a vu aussi ces images classiques Modric, magnifiques, et dans cette action, il redemande, ressollicite entre les lignes, s'appuie sur Santiago Jiménez, qui n'a pas fait un bon match, est retouché derrière et heurte la barre transversale. Non, un bel arrêt du gardien. Donc franchement, Modric, bon match. Sans ballon, tu perds peut-être un petit peu d'impact physique, notamment dans le 1 contre 1. Ici, il est un petit peu loin du porteur quand celui-ci centre et trouve la tête de mon ami, le gars qui est devenu peut-être mon joueur préféré du week-end, Baschirotto, qui a marqué et qui a sorti une célébration Mister Univers magnifique. On va reparler un petit peu de Baschirotto. Mais ouais, Modric est sorti, peut-être un petit peu fautif sur ce 1-0, mais franchement, dans l'ensemble, je trouvais que c'était une bonne performance initiale de Modric, le Tchèque avec Allegri, mais Milan n'est pas prêt. Clairement, Milan a des problèmes. Autant en pré-saison, moi je trouvais qu'ils étaient plutôt intéressants, j'en ai parlé, je disais, ouais, contre Liverpool,
sur les transitions, Leao Pulisic dans la profondeur. Cette verticalité, elle était intéressante. Là, sur ce match, il n'y avait pas de Leao qui s'est blessé en Coppa Italia. Et sans Leao face à un bloc bas, aïe, c'était dur. Et on a vu peut-être une des limites de cet AC Milan. J'ai vu aussi sans ballon une équipe un peu désorganisée. Quand Fofana sort ici, qu'il est battu en 1 contre 1 et que Milan laisse des espaces, des occasions sur le build-up de, encore une fois, on le rappelle, c'est juste Cremona, c'est juste la Cremonaise. C'est dangereux, il y a des espaces. Ils ont été assez vulnérables et Estupiñán a fait un mauvais match malgré le fait qu'il ait donné la passe décisive pour Pavlovic juste avant la mi-temps. Il a été sorti à la mi-temps. Allegri l'a sorti. Je ne sais pas si c'était le bon choix d'homme. Peut-être qu'Allegri s'est trompé. Face à un bloc bas, est-ce qu'il ne fallait pas mettre plutôt aux côtés de Modric, Jachari, Ricci, quelque chose d'un petit peu plus joueur, un peu plus fin techniquement que Fofana, Loftus-Cheek? On verra. Ils n'ont pas encore beaucoup utilisé leur recrue parce que pareil, il y a Conny de Winter qui est arrivé. Peut-être plutôt qu'un Gabia par exemple en défense centrale. Mais clairement, cet AC Milan, je trouve que pour ce qui est un 3-5-2 d'Allegri qui était intéressant en transition, sur jeu positionnel, c'est assez pauvre. Et pour un 3-5-2, honnêtement, il manque des défenseurs centraux. Il y en a 4, de Winter, Tomori, Pavlovic, Gabia. Il manque des bons pistons. Estupiñán, Bartesagui, Alex Jiménez, Zachary Atekame. Ça semble un petit peu léger pour cette équipe. Il y a Salmakers qui a été utilisé en piston aussi. Mais je ne suis pas convaincu par leur mercato pour le style de jeu qu'ils veulent pratiquer, même si je pense qu'ils continueront de faire mal aux grosses équipes, celles qui sont dominatrices. On attend que l'AC Milan soit plus fort dans les matchs où il est protagoniste. Et là, avec cette organisation, typiquement contre la Cremonese, à domicile, c'était un peu flippant. Donc on verra ce qu'ils font sur leur mercato. J'ai vu qu'ils vont prendre Konrad Harder, ça a l'air assez proche. En vrai, moi j'aime bien ce joueur, j'en parle depuis quelques temps. Quand on faisait le focus sur le Sporting avec Keres, on disait ils ont son backup qui est déjà prêt, Konrad Harder, donc on verra. En revanche, par rapport à Santiago Jiménez, qui a été pris cher, mercato hivernal dernier, le gros coup, c'est un peu un désaveu. Et on verra si Rabiot, il y a moyen, peut-être un échange avec Benasser. On parle un petit peu de Dovbyk. Ils n'ont pas fini leur mercato, on attendra avant de juger. Quand même une première journée un petit peu inquiétante pour cet AC Milan qui n'a pas beaucoup créé. Mais Modric, c'était plutôt intéressant. Cette Serie A. Déjà dans ce match, comme je l'ai dit, j'ai découvert un gars, Baschirotto, qui est arrivé en provenance de Lecce, défenseur central, qui ici gagne son duel sur Santiago Jiménez derrière la Cremonese, marque au bout de cette action avec un retourné acrobatique absolument violent. Quel but! Mais Baschirotto, sur toutes ces célébrations, sur toutes ces images, je connaissais pas le gars, mais je crois qu'il est devenu mon nouveau joueur préféré. Premier match pour lui avec la Cremonese, déjà il a pris le brassard de capitaine, un vrai gladiateur, et juste trop drôle pour un championnat que je surkiffe, mon deuxième championnat préféré, où on a vu un Nico Pass par exemple dans le match Como Lazio, encore une fois délicieux. J'en ai fait mon rookie de l'année la saison dernière, tout championnat confondu. Et peut-être que cette saison il sera dans la conversation MVP, en tout cas en Italie, parce qu'il a encore sorti un match incroyable quand il se retourne ici et qu'il envoie 7 passes dans la profondeur pour faire mal à Nuno Tavares. Incroyable action. Derrière, Douvikas a marqué le but du 1-0 pour Com, et son coup franc, c'est un des meilleurs tireurs de coup franc de la planète. Il le met ici à la 73e minute, 2-0, parfaitement lifté. Como a fait un top match. Ils ont fini 19 tirs à 5, 0,25 XG concédé. Ils sont repartis sur les bases de la saison dernière et ils ont l'air de passer une vitesse supplémentaire, à l'image de Nico Pass, qui a fait un match à 4 tirs, qui a fait un match à 3 occasions créées et qui est un des joueurs les plus incroyables du continent. Déjà pour son an 2, c'est un tireur, 97e centile en dribble, quasiment 4 tirs par match. C'est un dribbleur, plus de 2 dribbles passés par match, 85e centile. C'est un passeur progressif, 82e centile là-dessus. Et c'est un agresseur, il est très haut dans toutes les catégories défensives. Est-ce que c'est pas le 10 parfait? En plus, il fait 1m86, il a de la taille, il a du volume athlétique, il est hyper soyeux, il passe le eye test et les radars statistiques sont énormes aussi. Donc continuons de surveiller très fort le petit Nico Pass, 20 ans, qui est génial. Un autre match qui m'intéressait en Serie A, c'était la Juve, qui a battu le Parme de Carlos Cuesta, l'ancien adjoint d'Arteta qu'on avait vu dans le documentaire All or Nothing Arsenal. Il a pris la tête de Parme
à quoi, genre 30 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mais la Juve l'a emporté 2-0. David a marqué son premier but sur son premier match de Serie A, mais c'était surtout Kenan Yildiz, la star, un de mes joueurs préférés aussi du moment, clairement. Doublé de passes décisives, splendide. Ici pour David et après pour Vlahovic en fin de match. Donc un grand match de Kenan Yildiz. Est-ce qu'on verra on verra si la Juve repart dans la bonne direction. Mais lui, le fait qu'il reste, méga crack. Yildiz passe deux des superstars absolus du continent pour moi et qui vont briller encore en Italie. L'Inter, 5-0, c'était le score du dernier match de leur saison si on exclut la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, on se souvient comment leur saison a terminé. C'est aussi le score du premier match de leur saison, en tout cas en Serie A. Et Bastoni, comme un symbole, pour moi peut-être le meilleur joueur de cette équipe, a marqué sur corner le premier but. Petar Sušić, le Croate, magnifique petit ballon glissé pour Marcus Thuram, et il était titulaire à la place de Çalhanoğlu dans ce match. C'était Mkhitaryan, Barella, Sušić donc. Il a été top. 5-0 parce que Lautaro aussi a marqué ici sur un but qui a montré à tous les attaquants qui rechignent à la pression. Comme quoi, quand tu presses, ça paye. Magnifique. Thuram a été au top. C'est un nouvel Inter qui a laissé partir Arnautovic, qui a laissé partir Joaquin Correa, qui va peut-être laisser partir Mehdi Taremi, j'entends pas mal de rumeurs. Ils ont pris Pio Esposito, Ange-Johan Boni, deux petits joueurs, 20 ans, 21 ans, comme backup de Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Et bien sûr, ils ont pris Luis Enrique, 23 ans. Ils ont pris Andy Diouf, 22 ans. Petar Sušić, 21 ans. Ils sont en train de lancer le nouveau cycle. Je pensais que cet Inter allait dégringoler assez sévèrement avec le départ d'Inzaghi, avec un des effectifs, l'effectif peut-être le plus vieux d'Europe la saison dernière. Peut-être l'Atlético était seulement deuxième. Mais en vrai, ils sont en train de se rajeunir. Et ils ont démarré très fort. On verra. Chivou a gardé le 3-5-2. Il y a des petits gars à découvrir. Attention, peut-être que l'Inter est plus à suivre que ce que j'avais en tête. Et enfin, la Roma de Gasperini. Ça aussi, c'est peut-être une équipe à suivre. Evan Ferguson, quelle prise, a été beaucoup cherché. Il n'a pas marqué dans ce match. C'est une autre recrue qui a marqué, Wesley França. On en parlait quand on regardait le radar du CUS. La dernière fois, j'ai vu que 2 minutes de highlights de ce match, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Mais gardons un œil sur cette Roma de Gasperini. Quelques nouvelles recrues intéressantes. Et ils ont démarré leur saison aussi avec une victoire. Voilà pour l'Italie. Que bella Serie A. Toujours un plaisir d'être là-bas. Passons en Allemagne. L'année du Bayern, c'était comme ça qu'on a intitulé une vidéo il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça va être l'année du Bayern, l'an 2 de Vincent compagnie? Bon, ils ont démarré très fort. Ils ont explosé Leipzig 6-0 quelques jours après avoir gagné le Super Pokal, la Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. La réaction de Kimmich sur le 3-0, j'en parlais l'année dernière, je trouvais que les célébrations au Bayern étaient particulièrement intenses. En fin de match, il y avait un esprit de corps qui naissait, quelque chose, une équipe. Ils ont fait kiffer. Et alors, grosse surperformance des XG, ils marquent 6 buts avec 6 grosses occasions, 1,72 XG. Mais bon, le high test dit que leur activité offensive a été vraiment pertinente. Kane marque un triplé, c'est cool pour lui. Au lycée, magnifique. Le premier but du match, un doublé, pied droit, pied gauche, tellement fort. Et Luis Diaz a fait une top rencontre. Doublé de passe D pour lui, un but, 4 occasions créées. Les choses commencent très bien pour ce trio. Mais ma surprise dans ce match, ça a été la perf de Gnabry, avec bien sûr la blessure de Musiala. C'est lui qui a pris sa place en tant que 10/second attaquant aux côtés d'Harry Kane, central. Honnêtement, dans cette configuration, dans ce positionnement, et peut-être parce que son contrat expire à la fin de la saison, il a montré de très belles choses. Ça a été un excellent Gnabry, c'est pas souvent qu'on dit ça, mais il a été impliqué dans quasiment tous les buts. Ici, sur le premier, l'appui, c'est ça qui permet à Olise d'aller marquer le premier but de ce match. Là, il est servi par Kane, petite remise en talonnade, entrée de surface parfaite pour Luis Diaz, qui finit très bien l'action aussi. Luis Diaz était sharp, était tranchant, mais toute l'équipe était tranchante. Le quatuor, Olise, Luis Diaz, qui s'appuie sur Gnabry, cette barre qui est trouvée, encore une grosse occasion générée par Gnabry. Comme ici, le 3-0, il accélère entre deux, sert Olise, qui va se remettre sur son pied gauche et terminer. Le Bayern a été très bon, et Gnabry a été très bon. C'est encore lui qui est à l'initiative du 4-0, impliqué dans les 4 premiers buts du Bayern. C'est Luis Diaz à la fin de l'action, qui donne une passe D pour Kane. Mais ouais,
C'est un beau Bayern. J'ai même vu dans cette révolte des cancres après Gnabry, j'ai même vu Kim faire une percée extraordinaire sur le 6-0. Anticipation, ballon gagné. Il fait 35 mètres avec ballon. Serkane qui termine. Il peut sourire. Il va peut-être rester au Bayern. Et en plus, Lennart Karl a aussi fait plutôt une bonne entrée. Parmi les petits joueurs à suivre de cette saison, je vais faire une vidéo bientôt sur les cracks, les teenagers sur lesquels il faut garder un œil. Aussi parce que si cette vidéo a du retard, c'est parce que hier je me suis dit ok, on va prendre un petit moment de pause et regarder en intégralité Newcastle-Liverpool juste pour vibrer devant Rio Ngumoa. Bientôt on fait la vidéo sur les cracks, mais Lennart Karl a fait une bonne entrée, des récupérations hautes dans l'attitude. Il a l'air d'être présent et on avait analysé quelques matchs de pré-saison du Bayern. Ça avait été très cool aussi pour lui. Donc ouais, le Bayern démarre bien. Premier match, première victoire, 6-0. Est-ce qu'on les verra un jour descendre cette saison de ce fauteuil de leader? Je suis pas sûr parce qu'en face, mon pote dirait que ça se gère pas. C'est pas possible. Dortmund, encore, quand tu prends l'avantage 3-1 à 15 minutes de la fin sur cette frappe de Brandt, on peut penser que c'est plié, mais non, parce que c'est Dortmund. À 10 minutes du terme, 5 minutes du terme, ils prennent un rouge plus penalty, réduction du score de Sankt Pauli, et sur le 3-3, Guirassy, je sais pas ce qu'il fait. Kobel, je sais pas ce qu'il fait. Ils ont laissé filer 2 points, encore. Je suis un peu concerné pour cette équipe qui a fait un mercato. Donc ils ont pris Job Bellingham qui a été sorti à la mi-temps et derrière sa famille est allée rouspéter devant le vestiaire. Il y a déjà de la tension. Ils ont concrétisé le transfert de Yann Couto. Ils ont transformé ça en transfert définitif. Et ils ont pris Carnet Chukwuemeka, comme on sait. Quelques autres gars ici et là. Aaron Anselmino en prêt. Intéressant. Chelsea qui sort son 9e défenseur central de la hiérarchie. Mais je ne suis pas particulièrement convaincu par leur mercato. Je trouve que l'effectif, sincèrement, il est un peu vilain. Devant, ça ne m'inspire pas grand-chose. La blessure de Schlotterbeck pendant encore un moment, alors que c'est leur meilleur joueur. Bon, il revient apparemment peut-être dans un mois ou deux. Peut-être ce sera mieux à ce moment-là. Mais ouais, je pense qu'ils n'ont pas fait suffisamment pour être vraiment des prétendants au titre. Déjà la saison dernière, ils finissent très très fort, ok. Et ils prennent la 4e place, ils prennent la Champions. Mais c'était pas une top équipe. Ils sont un peu flippants et je pense qu'à ce niveau de performance, leur classement final sera en bonne partie déterminé par à quel point les autres sont forts. Et peut-être qu'ils referont la Champions, parce que Leverkusen, dont on parlait l'autre jour, Erik ten Hag, plus que la page tournée, comme on disait, c'est le libricide, c'est Fahrenheit 451, il brûle les 3 tomes du bouquin, les 2 tomes du bouquin Xabi Alonso, qui s'en va, Florian Wirtz s'en va, Frimpong s'en va, Xhaka s'en va, Radecki s'en va, Ta s'en va, tout le monde s'en va. Ils vont peut-être perdre aussi Hincapié. Ça a été vraiment l'exode à Leverkusen. Tout le monde est parti et ok, dans cette rencontre, il leur manquait Malik Tillman. On en parlait l'autre jour, qui, si Leverkusen doit faire quelque chose, il va être au cœur de ça. Grosse année pour Malik Tillman, mais quand même battu à la maison par Offenheim, qui a terminé 15e de Bundesliga la saison dernière. 7 tirs pour Leverkusen dans ce match. Quand il y a à peine plus d'un an, genre 14-15 mois, tu finissais champion invaincu de Bundesliga, je peux pas imaginer. Après, c'était incroyable et je pense que tout le monde est conscient qu'ils allaient jamais revivre ça. Mais les choses vont vite dans le foot, dans les deux sens. Leverkusen a grimpé très vite. Et je ne sais pas s'ils vont rechuter très vite, mais ça en prend la direction. Parce que tu passes de invaincu toute une saison à premier match de la saison, tu tombes à domicile contre Offenheim. Ça tire un petit peu la gueule en tribune, normal. Je ne sais pas exactement quelle équipe ils vont composer, mais donc là c'était Andrich qui était titulaire avec Alex Garcia dans l'entrejeu. Grimaldo lui est resté. J'ai une pensée pour Grimaldo. Tout le monde est parti sauf lui, peut-être parce qu'il est un peu trop âgé. Maza, Tella, Schick qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Le trio. Kwanza a marqué pour son premier match. Mais ouais, Leverkusen fait un peu flipper. On verra ce que ça donne. Et donc voilà pour le détour rapide par l'Allemagne. En France, surtout les 2 Olympiques dont je vais parler aujourd'hui, parce que bientôt une vidéo spéciale Ligue 1 arrive. Mais parlons un petit peu de Marseille. Page tournée, point d'interrogation. On connaît la situation à Marseille. Beaucoup de tensions. Ce week-end, ils ont battu le Paris FC. Kebal a marqué un top but pour le 2-1, mais encore plus que ce top but pour moi, ce gars on avait découvert à l'époque
quoi, avec son interview Thierry Henry quand il était à Reims, c'est ça, il y a quelques années maintenant. Il ressurgit en Ligue 1 et il a donné cette petite passe cassée magnifique pour Moses Simon. Ça a permis au Paris FC de revenir à 2 partout dans cette rencontre. Mais l'entrée ici de Bilal Nadir a fait beaucoup de bien. La pression d'Aubameyang sur son pressing haut. Et derrière, la petite remise talonnade semelle pour Højbjerg qui a ouvert à mi-distance. 4-2, 5-2. Robinho Vass a provoqué un penalty puis marqué le but de la victoire. Bilal Nadir, Robinho Vass, une belle histoire. Et même Roberto De Zerbi n'a pas pu s'empêcher d'avoir un petit sourire. C'était beau, elle était belle cette séquence quand Robinho Vass marque. Donc Marseille, peut-être, tourne la page. En conférence de presse, il a parlé de la situation Rabiot. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y aura un revirement, mais il a dit « Je lui ai donné un conseil et j'espère qu'il va le suivre. » Est-ce que le conseil, c'est de changer d'agente ? Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout faire. Donc, on va suivre la situation à Marseille autour de Rabiot, autour de tout ça sur les prochains jours. Peut-être qu'on n'est pas sorti du bois, mais au moins, après la déception inaugurale de la première journée, Marseille enchaîne avec une victoire. J'espère que dans quelques jours, ils n'auront pas de quoi célébrer et que ça va repéter dans le vestiaire. Parce que bien sûr, dans quelques jours, c'est l'Olympico dimanche soir. Et mon Noël m'a bien fait kiffer ce week-end, mais point de suspension. J'étais très content de voir Pavel Schulz ici, magnifique, et son petit ballon pour Fofana qui a sorti un enchaînement incroyable, le contrôle orienté, hyper rapide, la feinte de frappe et la finition frappe croisée, c'était splendide. Quel but! Un des très très beaux buts de l'OL des dernières années. Michel Kang applaudit. Le 2-0, il vient de cette passe sublime aussi de Tyler Morton, magnifique dans l'intervalle pour Maitland-Niles. Et Tolisso marque le 2-0. Donc il y a eu des bonnes choses. Tyler Morton a été très très bon. J'étais pas hyper convaincu en pré-saison quand je parlais des matchs de pré-saison de Liverpool, où il y avait à la fois du très bien, mais aussi du très mauvais, des pertes basses dangereuses. En vrai, contre Lens, c'était un peu pareil. Il y a eu des moments un peu fébriles. Mais par contre, dans ce match, face à un adversaire qui l'attaquait pas trop, dans un fauteuil et dans des positions plus hautes aussi que face à de la pression dans son premier tiers, là, on a vu un très très bon Tyler Morton. Donc sur ces phases-là, au moins, j'ai été rassuré et heureux. Cette passe-là, elle est coupée par Schulz, mais il y a peut-être Mikotadze derrière qui peut s'en saisir. En tout cas, c'est bien vu, il y a de la combinaison. C'était sympa. Il y a encore bien sûr quelque chose, un peu de cohérence collective à trouver pour l'OL, mais le 3-0, il fait du bien. Adam Karbet et derrière, la petite célébration sympa avec Niakate et avec Maitland-Niles qui montre son nom. Donc ça faisait kiffer. J'ai bien vibré devant cet OL. C'était un très très bon samedi soir. Toutefois, je veux pas trop m'enflammer parce que contre Lens, j'ai trouvé qu'on avait bien attaqué. Bon début de match. Et après, en seconde période, beaucoup souffert. Et Metz, c'est cool, mais je pense que Metz à la maison, il y a un argument pour dire que c'est le plus facile de tes 34 matchs cette saison. On verra. Mais je veux pas trop m'enflammer. Je m'enflammerai si deux choses. On bat Marseille dimanche, avec la manière. Et si le mercato se concrétise, se conclut, sans qu'on ait vendu Fofana et Mikotadze. Et Mikotadze particulièrement, parce que je pensais qu'on allait y échapper. Et là, je vois qu'il y a quelques heures, une grosse offre de Villarreal qui prépare apparemment une offre de 30 millions d'euros. Villarreal qui joue la Champions. Si on perd Mikotadze, je suis inquiet. Si on perd Malik Fofana, je suis pas content. Koumbedi s'en va. Et d'ailleurs, sur notre situation des défenseurs, en gros, on a 3 centraux avec Ruben Kluivert derrière Niakate et Mata. Et maintenant, on n'a vraiment plus qu'un latéral droit avec Maitland-Niles. Donc on est un petit peu léger. Je sais qu'il faut qu'on vende, mais je nous trouve assez léger. Et voilà, je serais beaucoup plus rassuré. Mon mais, c'est que malgré les 6 points, malgré le fait qu'on soit leader de Ligue 1, vamos, tout ça, je suis quand même plus mesuré sur la production d'ensemble des 2 rencontres. Et aussi, le mercato n'est pas fini. Et tant que ce mercato-là ne sera pas fini, et que ça sera au-dessus de nos têtes, et qu'on n'en sera pas sorti, je mesurerai légèrement mon enthousiasme. Buonanotte, j'aimerais bien. Par contre, j'en entends parler, on en a parlé il y a quelques années, comme joueur à suivre de Première Ligue. Il n'a pas trop percé derrière, mais j'aimerais bien qu'on tente l'expérience Buonanotte. Et enfin, en Ligue 1, le dernier truc que je vais dire, Olivier Giroud, incroyable. Buteur première journée, buteur deuxième journée dans le temps additionnel pour donner la victoire contre Lille à Monaco, à la maison.
J'adore les petites flammes de Lille derrière le but. Ça donne toujours des images de célébration magnifiques. Tellement stylé. Il a raté un penalty derrière dans le temps additionnel et Monaco a eu une occasion de 1 partout. Donc l'histoire aurait pu finir moins bien, mais quand même très très stylé pour Olive. Il est immortel. On verra la saison que fait Lille. On va se pencher un petit peu plus sur eux et sur le reste de la Ligue 1 dans quelques jours. Mais peut-être un dernier mot pour Strasbourg. On aurait pu parler aussi de Toulouse qui a aussi pris 6 points. Mais Strasbourg est à 6. C'est une des 4 équipes avec 2 victoires, avec Paris et Lyon. Emega a marqué après avoir raté une grosse occasion, mais l'entrée d'Emega, de Bakwa, le duo classique, a fait du bien. Kendry Paez, qu'est-ce que ça donne pour l'instant, ami strasbourgeois? J'ai pas vu votre match en entier, mais bon, là, il a été titularisé et sorti assez vite. Rosenior a fait 7 changements entre le premier match contre Metz, pas très convaincant, et le deuxième, celui-ci. Donc, beaucoup de... Strasbourg a un bel effectif, bien complet, mais beaucoup de rotation pour trouver le meilleur 11. On verra la tournure que ça prend, mais pour des débuts, pour des essais, des tests, au moins ils sont là avec 6 points, et ce qui est pris n'est plus à prendre. On verra ce que donne la saison de Strasbourg, de Lille, de Marseille, de Monaco, de Nice, de Lens. On verra si demain Strasbourg se qualifie en Conference League. Mais voilà pour ce petit tour en dehors de l'Angleterre et de l'Espagne. Un petit tour en Allemagne, en Italie et en France. J'espère que ça vous a plu. Demain, focus sur l'Europe avec le tirage au sort de la Champions. Et bientôt, la fin du mercato aussi. Ça va un peu animer nos journées. Il y a ce week-end, Liverpool-Arsenal et OLOM, bien sûr. Donc on a de la matière. Prenez soin de vous les potes et rendez-vous très très vite